I need to scream. I need to grab the nearest machine gun. Salut à tous et bienvenue dans Story Series saison 1 épisode 7. Aujourd'hui, le cinéaste Steven Soderbergh déclare sa flamme au petit écran. On dresse le portrait de l'actrice de l'année, la brillante et incontournable Elisabeth Moss. Et on parle série avec le chanteur de rock Matt Bastard. Rencontre avec un réalisateur pour qui cinéma et série forment un immense terrain expérimental. Le fer de lance du cinéma indépendant américain présente Logan Lucky, le film le plus cool de la semaine, pour lequel il retrouve un de ses acteurs fétiches, Channing Tatum. Jimmy, I'm just gonna say it. I gotta let you go. You were just fired. I was let go for liability reasons involving insurance. Un film qui signe son retour au grand écran après 4 années d'absence, passé à révolutionner la télévision avec The Nick, série intense sur les innovations médicales d'un chirurgien obsessionnel au début du XXe siècle, et The Girlfriend Experience dont l'héroïne, étudiante en droit, devient escorte de luxe. To work with a surgeon of his genius, it's Intoxicating? Many filmmakers want to do television or do television, from Martin Scorsese to David Fincher, but they never do it the way you do it, which is it's your project. You don't abandon your kid after the pilot. Right. You stay there, whether it's K Street or The Nick. In my mind, when I looked at The Nick, for instance, it was to me a 10-hour film. So it was unimaginable to me that I would let someone else direct a piece of my film. I still get scripts from people for TV shows, and they say, you know, I'm sending you the pilot, would you just do the pilot? And I go, Nope. Why would you think that I would do that? I told you, it's all or nothing. It's either the whole thing or it's nothing. I'm beginning to think you were not told everything about me. You envisioned something different. I take it something lighter. I did. In the TV projects that I produce, I'm trying to create a very director-driven piece, you know. On The Girlfriend Experience, the first season we had two writer and directors working together. In the second season, they've separated, and they've each done 7 episodes on their own. Lodge and Amy wanted to do that, but it's resulted in a very interesting show, very interesting dichotomy between these two filmmakers. Will you do something for me? Yes. Anything? Yes. When you do a movie and it goes with Logan Lucky, it goes with your previous movies, and for television, you do everything. You're a director, cinematographer, editor, and for The Nick, the rhythm of production is so insane. There are so many things to do so quickly. One thing that would slow me down is having to have a conversation with somebody about what I want to do. The efficiency of doing those particular jobs is important to me. It can be a little strange sometimes for the other people on the crew because conversations that would normally happen out loud and allow people to understand what's happening are not happening out loud, they're happening in my head. So I will just start to do things and people will have to follow me and realize, oh, I guess we're shooting over here. We live in a time of endless possibility. From such humble beginnings through the astonishing modern world in which we now live. I will not stop pushing forward into a hopeful future. The Nick was an important project for me. I learned a lot when I was making it, and it forced me to optimize my process. That was a real help. For instance, on Logan Lucky, we were able to make that film, I think, in a shorter period of time now than I would have 4 years ago. I got 5 months to go in here. I should probably lay low a bit before doing a job. This has to happen in 5 weeks.
been using probably every possible device. How do you see the future of creation on screens? I wish I'd had a lot of these tools when I was younger. It's really exciting. It's incredible what you can do now, whether it's with your phone or, you know, the fact that the digital cameras are getting smaller, more sensitive. We had scenes in the Knick that we were shooting. It was so dark, occasionally, the actors would have trouble seeing where their marks were, or if they had to read something, it wasn't even bright enough to read. And I was looking at a close-up at one point in one of these dark scenes, and I was trying to figure out why the eyes of this one actor looked so alive, looked so vibrant, and I realized their pupils were like the size of coins because there was no light in the room, and so their pupils were gigantic. And you realize, oh, that's not normally, you don't see that normally. Normally there's so much light in the room that their pupils sort of stop down. This new technology is changing the way people shoot. Television became a kind of a school in a way, like relearning tools and relearning process. Could we say that? I think more like a very, very intense exercise class, where you had to, you know, have a lot of stamina and eat the right food. So that was good for me. What did you miss about cinema? What I missed wasn't any aspect of the job of making a movie. What I missed was just the idea that people cared about the movies. When I was growing up, movies really mattered. I mean, they were a very important part of a larger conversation about what was happening in the country and in the world. L'année série n'est pas encore terminée, mais nous savons déjà quelle actrice la domine. Bouleversante dans The Handmaid's Tale, incassable dans Top of the Lake, Elisabeth Moss est aujourd'hui à l'affiche de l'impressionnant The Square, film qui a reçu la Palme d'Or 2017. En lunettes noires et robe fleurie de rigueur, l'actrice la plus excitante du moment nous a reçus au Festival de Cannes en mai dernier. C'est en 1999, après des années de petits rôles dans des films oubliables, qu'Elisabeth Moss se fait connaître du grand public dans The West Wing. It'd be cool to go out or something. Yeah. I'm sorry, with me? Charlie, you know you don't have to stand up the whole time I'm in a room. Un an après l'arrêt de la série en 2007, Elisabeth Moss décroche le rôle qui va changer sa vie, celui de Peggy Olson, jeune secrétaire ambitieuse de Mad Men, en équilibre permanent entre humour noir et tragédie. The most important thing, I think, is to never worry about whether or not it's dramatic or comedy. You never play something as drama or as comedy. You play it as human and being honest. So if it ends up being funny, it's because it's so honest. If it ends up being dark or moving or dramatic, it's because it's truthful. Au terme de 7 saisons, Peggy va gravir les échelons pour accéder au poste de publicitaire et Elisabeth va devenir l'actrice que tout le monde s'arrache. Detective Griffin, you good? You all right? Pleased to be back. Elisabeth Moss crève ensuite l'écran dans Top of the Lake, première incursion en télévision de la cinéaste Jane Campion. Un polar noir et poisseux dans lequel l'actrice incarne la détective Robin Griffin, à la fois forte et pleine de doutes, exactement ce que l'actrice aime jouer. I do like to play complicated women. I like to play women who feel more than one thing at one time. And I also don't think any of those women started out that way. You know, so for me it's the arc. You know, it's not about finding women who are immediately strong or immediately powerful or immediately outspoken. It's about finding maybe how they got there. Un Golden Globe pour Top of the Lake sous le bras, elle s'embarque ensuite dans l'aventure The Handmaid's Tale, série politique dérangeante et puissante dont elle est l'actrice principale mais aussi la productrice exécutive. My name is Offred. I had another name, but it's forbidden now. So many things are forbidden. Elle se glisse dans la peau et la robe rouge écarlate de Offred, une jeune femme réduite à l'état d'esclave dans une Amérique totalitaire, obsédée par son faible taux de reproduction.
I need to scream. I need to grab the nearest machine gun. Une interprétation touchée par la grâce qui lui vaut un Emmy, le premier gagné après 5 nominations infructueuses. Discrète sur son appartenance à l'église de Scientologie, cette féministe revendiquée soutient l'Union américaine des libertés civiles et le planning familial menacé par l'administration Trump. Oh, I have to write that paper tonight. Oh, for Dietrich's class? Yeah. What's it about? Campus sexual assault. Sur petit et sur grand écran, Elisabeth Moss est partout et c'est tant mieux. For instance, if we took your bag and placed it here, would that make it art? Ah. Celle qu'on surnomme la Meryl Streep de sa génération n'a pas fini de nous éblouir. Ok. Les séries sont-elles rock'n'roll? En tout cas, lui, il l'est. C'est Matt Bastard, chanteur du groupe Skip the Use. Il a prêté sa voix et signé la bande originale du film Zombilenium, une fable épique peuplée de monstres tirée d'une série de bandes dessinées. Alors, faites peur! Sinon, vous savez tous ce qui vous attend. Qu'est-ce qui nous attend? On va tous en enfer. Derrière cet univers aux faux airs de Tim Burton se cache une satire sociale brillante, bien plus politique qu'il n'y paraît. Ce qui est super intéressant, je trouve, à montrer effectivement ce genre de film à des enfants, c'est que ça plante des graines, enfin voilà, quelque chose d'un peu éducationnel. Est-ce qu'il y a des souvenirs que vous avez de séries ou de séries animées où aujourd'hui, vous savez que ça vient peut-être de là? South Park, ça peut en faire partie. C'était la première fois que je voyais des dessins animés qui plaçaient des événements d'actualité dans un épisode. Je suis sûr que dans un des prochains épisodes de South Park, on verra Weinstein. Ouais. C'est sûr. Ils vont, voilà. Bah, c'était la première fois que je me disais, ah ouais, d'accord. Eux, ils sont comme ça. Les gars, c'est des rockers, quoi. Les Simpsons aussi, qui étaient, bon, là, c'était une satire de la société américaine. C'est une sorte de satire de Desperate Housewives, quoi. Version white trash américain. Ouais. Complètement déjanté. Sir, here's a new bill that you must read immediately. It lowers taxes for only Republicans. Can't Fox News read it and I'll watch what they say? No, you have to read it. Ce que j'aime, c'est quand les personnages sont sincères. Après, ça peut être une histoire complètement inventée, comme dans Game of Thrones, mais je trouve qu'il y a une sincérité. Il y a pas... les héros sont pas entièrement bons, entièrement méchants. C'est ces zones de gris, là. C'est ça, c'est comme nous tous. Ils sont face à leurs propres démons, des fois ils y cèdent, des fois ils arrivent à les surmonter. Dans Stranger Things, c'est ce qui me plaît, c'est le jeu des enfants. Moi, j'étais subjugué par la jeune fille qui joue 11, parce qu'elle parle pas beaucoup, elle est tout dans le regard, dans le corps, Enfin, j'ai été abasourdi de son jeu d'actrice. Ils n'ont pas cherché à faire des enfants de la série autre chose que des enfants. Ouais. Avec leur peur d'enfant, avec leur force d'enfant, avec leur réflexion d'enfant. Moi, c'est ça qui me plaît. Dans une série que j'avais cru comprendre que vous avez beaucoup aimé, qui est True Detective, et il y avait une espèce de sincérité hyper frontale, hyper brutale. Ça en était presque dérangeant, parce que le personnage de Cole, qui est un espèce de nihiliste, philosophe, un peu dark, des fois quand il parle, on se dit, mais tu sais, tous ces trucs-là, normalement, on les dit pas. On les garde pour soi, parce qu'on a peur de déranger. C'est le genre de personnage qu'on aurait tendance à mettre dans la catégorie des cyniques, mais finalement, il est tellement en vérité qu'il n'est pas cynique, c'est juste, il est factuel. Et il nous met face à nos propres facilités ou échappatoires, de se dire non, en fait, je vais regarder là, je vais pas regarder là-bas, et parce que si je regarde là, ça va arrêter ça. Il lui fait, bah non, regarde, c'est comme ça, et puis c'est tout. On avance. If the only thing keeping a person decent is the expectation of divine reward, then brother, that person is a piece of shit. Je trouve que c'est un peu à ça qu'on repère les bonnes séries. Pour moi, une bonne série, c'est si je la regarde et que j'enlève l'intrigue, et je garde juste les gens, est-ce qu'elle tient encore debout? Je prends une série comme Dr House. Glory, il avait ce côté-là, il était insupportable. On passait par tous les états émotionnels en regardant, et limite, il aurait été garagiste, il vendait des voitures. C'était pareil, en fait. Il se trouve, il est médecin, mais c'était tout ce jeu-là qui prenait le pas sur finalement l'intrigue même de la série. Merci beaucoup. Merci à vous. Chouette.
Story Série, c'est terminé. La semaine prochaine, on parle de séries fantastiques avec les acteurs de Midnight Texas et on rend hommage à une femme bionique, Super Jenny. Allez, à la semaine prochaine.